les news de ce soir avec du rugby. La FIR fait son bilan en décembre. La Fédération ivoirienne de rugby a informé ses membres actifs de la tenue d'une assemblée générale mixte qui se déroulera les samedis 26 et dimanche 27 décembre 2020 à la salle de conférence du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Cette rencontre portera sur le bilan moral et financier de la saison 2019-2020 et le toilettage des textes. À noter que la saison a été fortement perturbée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Alors, il ne faudrait pas s'attendre à grande chose en ce qui concerne le bilan, puisque il n'y a pas eu assez d'activité au niveau des différentes fédérations, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'international. Et nous sommes en fin d'année, c'est normal qu'on fasse des bilans, même s'il n'y a pas eu d'activité, c'est normal qu'on fasse des bilans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 2020-2021 a été déjà lancée au niveau de la fédération de rugby. Les enregistrements des différents clubs ont déjà été lancés. Et puis, au niveau des hommes, une quinzaine de clubs se sont déjà fait enregistrer. Au niveau des dames, plus d'une dizaine, je dirais 11 pour être plus exact, ont déjà été enregistrés. Donc voilà, on saura un peu plus lors de cette AG Mix au niveau de la fédération. Et puis, nous, on espère qu'après cette AG Mix, il n'y aura pas de dissidence comme ce fut le cas en décembre 2019. Après l'élection, 3 clubs ont décidé de se retirer des compétitions organisées par la Fédération ivoirienne de rugby. Il s'agit de Boaké RC, de Divo RC aussi, et puis de Poro RC de Korogo. Donc, ces 3 clubs sont rentrés en rébellion, oui, bien sûr, je peux l'appeler comme ça, après du comité mixte, plutôt du comité exécutif de cette fédération. Mais ces clubs ont décidé plutôt de revenir pour participer à ces différentes compétitions-là. Le 5 septembre dernier, elles ont pris part aux activités qu'a organisées cette fédération. Bon, et puis, donc c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et puis, on espère que ça va continuer dans ce sens parce que là, on parle de toilettage de texte, on parle d'assemblée générale mixte. Bon, quand on parle d'élections, on n'a pas de bons souvenirs au niveau des différentes fédérations ivoiriennes. Et pour revenir sur ce qu'il entend de dire concernant les clubs qui ont en quelque sorte boycotté un peu les activités, en parlant de Divo, en parlant de Poro, le club de Korogo. Oui. Bien sûr, ces clubs ont déjà repris les activités. Il y a même des détections qui sont faites au niveau de ces différents clubs pour avoir des nouveaux joueurs dans leur écurie pour cette nouvelle saison qui s'annonce, je dirais, peut-être bonne. Très bien. Elle est bonne. Quelque chose à ajouter? Non, elle est bonne. Elle est bonne? Elle est bonne, celle-là. J'ai dit, elle est bonne. Elle sera bonne. Attendons le 19 décembre pour voir. Vraiment, voilà. vraiment. Attendons le 19 décembre pour voir. Mais ça devient une très bonne nouvelle. Au moins, on a une date précise pour le démarrage de la saison. Ça, c'est très bien du côté de la Fédération ivoirienne de rugby. Absolument. Allez, on poursuit avec du basketball. La FIBB allège ses clubs. La saison 2020-2021 démarre le samedi 19 décembre. Avant l'ouverture des hostilités, le président de la FIBB a décidé d'exonérer des frais de licence, d'engagement et de cotisation tous les clubs et tous les centres qui se sont engagés pour la saison 2020. Cependant, les clubs et les centres devront supporter les charges liées à la visite médicale de tous les membres de leurs équipes. Oui, Yellow. Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que nous connaissons tous la situation qu'a vécu les différents clubs, les différents centres de formation par rapport aux différentes disciplines en Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est une très bonne décision qu'a prise le président de la Fédération ivoirienne de basketball ainsi que le comité directeur. Mais il faudrait signifier que cette décision-là vient au soulagement de tous les clubs qui ont été inscrits depuis la saison précédente, c'est-à-dire 12 clubs chez les hommes, 6 clubs chez les femmes et les centres de formation. En aucun cas, cette décision-là ne concerne les nouveaux venus ou les nouveaux clubs pour cette saison-là. L'allègement concerne que les clubs inscrits depuis la saison précédente. Alors, il y a eu une réunion aujourd'hui au siège de la Fédération ivoirienne de basketball par rapport à... Bien évidemment, cette réunion-là aussi pour valider les conditions de participation concernant la reprise. Je pense que dans les jours à venir, on aura plus de détails par rapport à cette réunion-là. Mais il faudrait féliciter le travail qu'a la Fédération ivoirienne de basketball parce que ce n'est pas assez évident. On a vu les championnats, on a vu les différents tournois qu'ils ont essayé d'organiser malgré cette pandémie de coronavirus-là pour pouvoir garder toujours en haleine ces athlètes-là. Et félicitations véritablement au président de la Fédération ivoirienne de basketball. Qu'on salue d'ailleurs, M. Mahama Koulibaly qui est passé sur le plateau de la grande team. On dira que peut-être
pendant cette crise sanitaire, c'est la fédération qui a le plus bougé, si on peut le dire comme ça, au niveau de la Côte d'Ivoire, quand même, avec des détections qui ont été faites, non seulement au niveau de l'INJS et aussi à Bobo, quand même un partenariat trouvé avec une structure pour permettre la construction de parquets, pour permettre aux jeunes de pratiquer le basketball. Et puis, je dirais, ce geste-là qui permet aux clubs de souffler financièrement, parce que ce n'est pas évident pour ces clubs-là de pouvoir pendant cette crise sanitaire, commencer un très bon championnat. Donc, vraiment, il permet à ces clubs-là de pouvoir souffler financièrement. Et puis pas mal de choses aussi au niveau de cette fédération à venir pour permettre aux clubs d'être à l'aise, notamment à partir de la saison prochaine. Et on verra que on verra que cette discipline va apporter quelque chose de bien, va apporter quelque chose de bien à la Côte d'Ivoire, parce que quand on travaille, forcément, il y a les résultats positifs qui arrivent après. Et surtout qu'il y a l'afro-basket qui est bien sûr. L'été prochain. Bien sûr. Voilà. Allez, on poursuit ce LGT News avec un mot d'athlétisme. La Diamond League perd un meeting. La Ligue de Diamant a dévoilé mardi son calendrier réduit de 15 à 14 manches pour 2021. Après avoir subi une saison quasi blanche en raison de la crise sanitaire, le meeting de Gateshead, qui n'a pu avoir lieu cette année, disparaît, ne laissant qu'un seul rendez-vous au Royaume-Uni, à Londres, le 13 juillet. Les 13 premières compétitions, dont l'ouverture à Rabat au Maroc le 23 mai, permettront aux athlètes de se qualifier pour la finale disputée sur 2 jours à Zurich en Suisse les 8 et 9 septembre. Yves Boris. Oui, le Müller Grand Prix de Gateshead, c'est tout le nom de ce meeting-là, est retiré de la Diamond League à cause du coronavirus. Déjà, il faut savoir que cette saison, cette course n'a pas pu se tenir et finalement, les responsables de cette Diamond League ont décidé de retirer carrément ce meeting-là de son programme. Donc, au lieu de 15, on aura 14 meetings qui vont se dérouler la saison prochaine, donc en 2021. Et ça va commencer d'abord par le Maroc, le 23 mai. Il ne faut pas oublier que dans cette compétition, cette Diamond League, il y a des Ivoiriens qui participent à cette Diamond League. On pense bien sûr à Talou et puis à Arti Sussegui, qui est en train de se préparer d'ailleurs pour cette Diamond League la saison prochaine. Il faut savoir qu'elle va prendre fin entre soit le 8 ou le 9 septembre du côté de Zurich en Suisse. Bon, je pense qu'il y avait un choix à faire quand même par les organisateurs de la Diamond League parce qu'il y a 2 meetings en Angleterre. Il y a le meeting de Londres qui est prévu, je crois, pour le 13 juillet 2021. Et puis celui de Gateshead, là, de la banlieue de Newcastle, il y avait un choix à faire. On a privilégié le meeting de Londres. Donc ça, il y avait un choix à faire. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a les Jeux de Tokyo l'année prochaine également, entre le 23 août et le 23 juillet et le 8 août. Donc sur cette période-là, il fallait suspendre les compétitions qui arrivent à cette période. Et donc c'est cette compétition-là qui a été suspendue pour permettre aux athlètes de se ménager un peu terminer le meeting de Londres le 13 juillet, avant d'entamer le 10 jours plus tard les Jeux d'été de Tokyo. Donc c'était le choix à faire. Ça a été fait, mais quand même, il reste encore 14 compétitions, c'est beaucoup. Je pense que nos différents athlètes, comme il a dit, dont Assigé, auront la possibilité. Oui, si c'est gay. Ce bon petit Yacouba. Ils auront donc la possibilité de s'illustrer sur les différentes compétitions. Oui. Tout à fait. Et on leur souhaite vraiment bonne chance et on les suit avec beaucoup d'attention. Et on est très fiers de nos athlètes ivoiriens en athlétisme. Allez, on ouvre notre page football. On commence en Angleterre. Pépé présente ses excuses. Expulsé dimanche contre Leeds en raison d'un coup de tête sur le défenseur Alioski. Nicolas Pépé a été vivement critiqué par son entraîneur à Arsenal, Mikel de mon entraîneur, et de tous les autres membres du club, a écrit l'international ivoirien. Alors, on n'a pas eu l'habitude de voir Pépé dans ce genre de conditions-là. On le voyait plutôt comme un garçon plutôt calme, très calme. Et ce geste d'humeur-là, véritablement, a surpris bien évidemment ses coéquipiers, son entraîneur et même nous, les Ivoiriens, parce qu'on ne l'a pas véritablement vu dans ce genre de conditions-là. À cet effet-là, son entraîneur l'a dit lors d'une conférence de presse, je vais paraphraser, « Je n'aime pas les nuls, mais vu les circonstances et l'expulsion de Pépé, c'est quand même un point. Son comportement est inacceptable. » Je pense que c'est suite à cette sortie de Mikel Arteta que Pépé a écrit sur sa page Twitter. Il a présenté ses excuses. Je pense qu'il est véritablement désolé, mais il risque au moins 2 matchs. Il ne participera pas à 2 matchs, 2 ou 3 matchs d'exclusion parce qu'il a eu quand même un comportement assez violent. On espère que les choses rentreront dans l'ordre pour Pépé.
Alors, comme Yelo le disait, on n'a jamais vu Pépé comme ça. Et puis, c'est le premier carton rouge qu'il prend depuis dans sa carrière professionnelle. Donc, c'est un garçon qui est très calme. Mais il faut savoir aussi que dans ce match, Alioski a passé tout son temps à le provoquer. Et quelque part, il a perdu ses nerfs. Nicolas Pépé demandait du temps de jeu. Il a obtenu du temps de jeu avec son entraîneur Mikel Arteta. Il frôlait même la triplette d'attaque avec Aubameyang et Willian dans ce match. Malheureusement, il va perdre ses nerfs. Et voilà, c'est vrai, le coup est léger, mais c'est répréhensible quand même. Donc, quelque part, on se dit, le joueur devrait, il aurait dû peut-être se calmer pour ne pas répondre à la provocation de son adversaire. Mais bon, quand on est au foot aussi, bon, certaines choses peuvent se passer. Et malheureusement, ça s'est mal passé pour Nicolas Pépé. Après, je veux dire, c'est le genre de joueur qui prend beaucoup de coups lors des matchs. Bien sûr. Il n'est pas le seul, puisqu'on se souvient aussi de Gervinho, qui avait pris un rouge contre Newcastle. Voilà, c'était face à Joe Barton, si je me souviens bien. Oui. Voilà. Oui. Et effectivement, il avait pris un rouge aussi. Donc, c'est vraiment le type de joueur qui reçoivent beaucoup de subissent énormément. Mais le plus grand. Est-ce qu'on peut comprendre quand même cette réaction? Non, même le plus grand d'entre tous, Zidane, il a mis un coup de tête à Materazzi en 2006. Ça a été la catastrophe. C'est vrai qu'on s'est dit que quand on est un grand, on fait attention parce que oui, quand on est un attaquant, on est victime de ce genre de gestes. Et donc, il faut maîtriser ses nerfs. C'est ça aussi le professionnalisme. Là, il a craqué, c'est dommage. Bon, il s'excuse, c'est très bien. Mais ce qu'on doit dire à Nicolas Pépé, c'est de faire attention et de se concentrer. Il ne joue pas beaucoup, il n'est pas tout le temps titulaire. Il a 11 matchs pour 3 buts inscrits depuis le début de la saison, ce qui n'est pas très fameux. La concurrence est rude du côté d'Arsenal avec Williams, Lacazette, Aubameyang, donc qu'il fasse attention. Ensuite, là, Arteta l'a toujours soutenu. Arteta, c'est un garçon qu'il aime bien. Il disait d'ailleurs qu'il allait le préparer spécialement pour qu'il atteigne un certain niveau. Bon, là, s'il se met à dos maintenant son entraîneur, ça pourrait être la catastrophe pour lui. Donc, je pense que Nicolas Pépé devrait faire attention, se concentrer pour jouer au football. Mais est-ce que ce n'est pas justement toute cette pression et toute cette concurrence qui lui mettent la pression et qui font que les nerfs lâchent finalement? Justement, il ne joue pas beaucoup. Le garçon a beaucoup de difficultés. Déjà avec la sélection, ça ne se passe pas très bien. Il retourne dans son club, il est titulaire. Mais quand dans un match, vous n'avez pas de ballon, vous n'êtes pas dans des conditions idoines, vous ne recevez pas des ballons dans la bonne posture qu'il faut pour vous exprimer, vous tombez un peu dans la nervosité. Et quand vous tombez dans la nervosité, c'est ce genre de geste que vous pouvez commettre. On se rappelle bien de la finale de 2008 entre Chelsea et Manchester United, où Drogba Didier perd ses nerfs, en administrant une gifle à Vidic dans le match, eh bien, il est expulsé. Donc, vous comprenez que dans ce match, Didier était esselé, il était vraiment bouclé par Vidic dans cette rencontre-là, et raison pour laquelle il a agi ainsi. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Pépé, comme il a signifié. Il gagnerait à garder ses nerfs, à rester concentré, et puis je pense que les choses vont redémarrer de plus belle pour lui. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Willian, il joue pas beaucoup. Ça va être compliqué parce que déjà, quand l'entraîneur fait, lors de la conférence de presse, il dit que c'est inacceptable. Ouais. Ça veut dire quelque part derrière, même après avoir pugé, je dirais, les 3 matchs qui vont le mettre au terrain, ça va être compliqué pour lui de revenir dans l'équipe parce que, comme vous l'avez dit, il y a Lacazette, il y a Aubameyang, il y a Willian, mais aussi il y a Saka. Le jeune Saka. Il y a d'autres jeunes joueurs d'Arsenal qui sont là. Ils sont sur le banc, ouais. Pendant ce temps-là, peut-être eux aussi, ils vont essayer de s'imposer. Et ça sera maintenant compliqué, super compliqué pour Nicolas Pépé quand il sera de retour dans l'équipe d'Arsenal. Bon, et ben voilà. Bon, il s'est excusé. C'est ce qu'on va retenir ce soir. Et puis on attend vraiment la suite de ce feuilleton. Allez, on prend la direction de l'Afrique du Sud. Et le football sud-africain est en deuil. Âgé de 33 ans, l'ancienne internationale Annelé Nkonka est en effet décédé lundi dans un accident de voiture sur le trajet Johannesburg-Durban, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre sa nouvelle équipe d'Amazulu, où il était prêté par Mamelodi Sundowns, le club avec lequel il avait remporté les 3 derniers titres de champion au pays. International à 53 reprises entre 2009 et 2016, le latéral droit avait notamment pris part à la Coupe du Monde 2010 à domicile où il était titulaire lors de la victoire contre la France de 2-1.
La nouvelle est triste quand même du côté de l'Afrique du Sud avec le décès de Annelé. Il faut savoir que l'accident s'est déroulé à 50 km au nord de Durban. La conductrice a perdu le contrôle du véhicule et l'accident a été vraiment très violent. On nous laisse entendre que Annelé a été retrouvée à 30 mètres du véhicule, ce qui veut dire que le choc tellement violent l'a projeté hors de la voiture. Cet accident nous rappelle un peu celui de Antonio Reyes le 1er juin 2019 et puis celui de Junior Malanda le 15 janvier 2015. Le 15 janvier 2015, oui, c'est bien ça. Et c'est vraiment dommage. La route endeuille aussi les footballeurs. Je pense qu'il faut être prudent lorsqu'on est au volant. Il a évoqué Reyes et un autre joueur, mais bon, j'évoquerai Emiliano Sala. C'est vrai, ce n'est pas dans les mêmes circonstances, mais Emiliano Sala quittait Nantes pour son nouveau club. Et lui aussi quittait, je dirais, Mamelodi Sundowns pour Amazulu. Donc c'est à peu Sala, près... c'était un accident d'avion. En évoquant, je disais qu'il quittait son club Nantes. On demeure que ce soit un accident. C'est un accident. Donc, c'est un peu dommage, bon, pas un peu, c'est dommage de voir que, voilà, à 33 ans, surtout quand on a été international sud-africain, franchement, on a une expérience qu'on peut apporter à une nouvelle équipe. Et là, ça serait une grosse perte pour Amazulu et aussi pour Mamelodi Sundowns, puisqu'il n'avait pas quitté définitivement l'équipe de Mamelodi Sundowns. C'était un prêt. Et voilà. C'est dommage. Et la conductrice qui serrait, selon les informations, son épouse, est dans un état critique et toujours à l'hôpital. Donc on espère que peut-être de ce malheur-là, elle pourra sortir peut-être indemne. Attention à nos retraités footballeurs pour les accidents. Il n'y a pas longtemps, c'était Eto'o. Heureusement, Eto'o est sorti sans gravité. Mais attention, parce qu'ils ont des grosses voitures qui vont vite. On va leur demander de faire attention sur les routes parce que ça commence à devenir un peu inquiétant. Mais bon, c'est un peu dommage pour lui. 3 titres avec Mamelodi. Il a participé à la grande fête mondiale en 2010, la seule Coupe du Monde organisée en terre africaine, c'était en Afrique du Sud. Bon, je pense qu'il aura un hommage mérité de l'ensemble de l'Afrique du Sud. C'est un triste événement. Attention à nos retraités sur les différentes routes. Non, plutôt attention même aux conducteurs, parce que pour les deux cas, ce sont des conducteurs, ce n'étaient pas des joueurs qui étaient au volant, il y avait des conducteurs. Donc attention à tous les conducteurs, la route tue, ça peut tuer un footballeur, ça peut tuer un cycliste, ça peut tuer tout le monde. Donc attention à tous les conducteurs, rouler à vitesse moyenne. En tout cas, toutes nos condoléances, vraiment à la famille et à tous les fans, hein, évidemment, de ce joueur. On va terminer sur une note un peu plus gaie quand même, qui concerne donc la Suède. Les footballeurs aident les footballeuses. La Fédération suédoise de football a annoncé lundi la décision des footballeurs de première et de deuxième division de se passer de la moitié des revenus qu'ils perçoivent de la part de celle-ci. D'après Mundo Deportivo, la démarche a pour but d'aider le paiement des salaires des joueuses qui ont, pour beaucoup d'entre elles, ont dû faire d'importants efforts financiers à cause de la pandémie. Bon, c'est un beau geste, n'est-ce pas? Oui, c'est un grand geste de solidarité, vraiment un très beau geste qui se voit rarement dans le football comme ça, entre les hommes et les femmes. Vous l'avez dit, les footballeurs de D1 et de D2 qui viennent donc en aide aux femmes qui ont été durement touchées par la Covid. C'est un très beau geste. Certains clubs, les clubs les moins nantis vont toucher entre 490 000 euros, environ 318 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que les clubs vont gagner un peu d'argent par rapport aux femmes. Et puis d'ailleurs, il faut savoir qu'on est très loin des bras de fer de la réévaluation salariale parce qu'en Suède, quand même, il y a eu un combat, comme ça s'est fait dans certains pays, ça s'est fait dans certains pays, notamment au Brésil, aux États-Unis. Les femmes revendiquent un peu les mêmes salaires que les hommes. Bon, on est très loin de ce débat. Là, c'est de la solidarité, c'est très bien. Bravo aux footballeurs. Bon, on espère que ça va aider les footballeuses à tenir un peu plus durant cette période terrible de la Covid-19. Non, le geste, il est louable, mais on n'est pas très loin de cette question-là parce que c'est justement parce que les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes, qu'elles ont souffert pendant cette crise-là. Si elles avaient approximativement le même salaire que ces hommes-là, elles auraient pu au moins endosser leurs charges à la maison pendant cette crise-là. Donc, mais quand même, on dit merci aux hommes qui nous ont aidés. L'attention a baissé. Oui, on dit merci aux hommes, mais on n'oublie pas le combat. Voilà, merci. C'est ça. Le combat est encore long. Exactement. Oui, malgré le geste. Oui, on a dit merci. D'accord, ok. Mais on n'oublie pas, on reste focus quand même sur le véritable combat. Voilà, on a l'impression et l'égalité des salaires, absolument. Mais ça c'est au niveau de l'équipe nationale. Est-ce que les Suédoises revendiquaient au niveau des primes de l'équipe nationale? Mais ça, c'est plutôt dans le championnat. Le championnat des hommes et le championnat des dames.
Donc là, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire. Sinon, les primes au niveau de l'équipe nationale... Attention. Non, les primes au niveau de l'équipe nationale... On vous écoute avec beaucoup d'attention, Rijo. Il n'y a pas de souci. Noyez-vous. Il n'y a pas de souci. Les primes au niveau de l'équipe nationale, moi, je pense que oui, parce que au niveau du football féminin, quand même, la Suède est un pays qui compte, qui fait bonne figure, souvent dans les grandes compétitions. Donc, c'est normal qu'elle revendique quand même un bon traitement. Mais là, on parle des clubs, on parle du championnat national, on parle du championnat national des dames, du championnat national des hommes. Donc, voilà, là aussi, il faut savoir que le football féminin ne rapporte pas assez d'argent comme le football masculin en Suède. Non, non, ça on va traduit pas. tout simplement Oui. la générosité légendaire des hommes. Ouais, toujours. Voilà, c'est ça. La galanterie. La galanterie. Voilà. Je veux dire, Ne me faites pas dire des choses sur ce plateau en prenant la nation entière à témoin, s'il vous plaît. Hein. Parler de galanterie des hommes. Oui, nous sommes très galants. Ouais, on aimerait voir ça ici, hein, Merci. sur le plateau. Peut-être on va donner le salaire de Yves Roger. Dans tous les cas, Allez-y, rapidement, ce sera le mot de la fin, Roger que ce Stéphane. soit en championnat ou à les équipes nationales, je pense que les hommes n'ont pas le même salaire que les femmes. Effectivement. C'est connu dans le football. Mais une chose est sûre, quand le combat va reprendre sur les salaires, on en parlera et on félicitera les femmes par rapport aux acquis. Mais pour l'heure, félicitons les hommes. Ils ont été très brillants et très bons, très inspirés sur ce geste qui font, je veux dire, un beau cadeau aux femmes au niveau du football suédois. Eh bien, écoutez, messieurs, moi, je terminerai juste en vous invitant à faire comme les footballeurs suédois. À la fin du mois, on y est presque là. N'hésitez pas à nous donner la moitié de vos salaires aussi. Ben, Ça c'est nous bien fera noté, c'est bien. très plaisir. Une information très importante. Suite au décès du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Augustin Sidi Diallo, les doyens d'âge, Maître Adou Nangon, Maître Roger Wenien, M. Koné Abdoulaye, M. Salif Bictogo, M. Bakary Ouattara, M. Kobenan Séverin, M. Karim Diabagaté et Mme Ginette Ross convoquent les présidents de Ligue 1, Ligue 2 et D3 à une réunion d'urgence le mercredi 25 novembre 2020 à 11h au siège de la Fédération ivoirienne de football à Trècheville. Voilà, si vous avez envie de tenter votre chance et de gagner un maillot officiel du Paris Saint-Germain, eh bien la 3 vous en donne la possibilité. Vous devez tout simplement aller sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3, pour laisser un pronostic en commentaire. Ensuite, invitez vos amis à liker votre commentaire et enfin, partager la publication. Et si vous êtes le gagnant, eh bien vous viendrez demain sur le plateau de la grande team pour récupérer votre maillot. Et non, vous n'avez pas toute la nuit pour le faire. Non, vous avez jusqu'à 21h seulement, donc encore 29 minutes exactement pour pronostiquer et tenter de gagner le maillot officiel du PSG. Voilà. Allez, on va pouvoir poursuivre avec le focus de ce soir.